L'appartement était un petit havre de paix, niché dans un quartier populaire de Lille, où le silence pesait plus lourd que le bruit de la ville qui filtrait par les fenêtres. Chaque recoin racontait une histoire d'amour et de dévouement. Les murs, peints d'une couleur neutre mais chaleureuse, étaient ornés de dessins d'enfants aux couleurs vives et de photographies d'un jeune garçon au sourire éclatant. Un soin méticuleux se dégageait de l'ordre impeccable, un contraste saisissant avec la simplicité du mobilier. Pourtant, malgré cette atmosphère pleine de tendresse, une absence se faisait sentir, un vide sonore que même le cliquetis occasionnel des jouets sur le parquet ne parvenait pas à combler. C était un cocon de solitude partagée, un sanctuaire où l'attente était devenue une seconde nature, une toile de fond sur laquelle se dessinait la vie de Mathieu et de son fils, Léo. Mathieu arriva sur le palier, le corps endolori par une nouvelle journée passée sur le chantier. La poussière de ciment collait à ses vêtements de travail et S était immiscée dans les rides de son visage, creusant un peu plus les cernes sous ses yeux. À 35 ans, il portait le fardeau du monde sur ses épaules, un poids invisible qui courbait légèrement sa silhouette pourtant robuste. Chaque soir, le retour à la maison était à la fois une délivrance et un rappel de sa lutte incessante. Il avançait d'un pas lourd, épuisé, mais son esprit était déjà tourné vers l'intérieur, vers ce petit garçon qui était son unique ancre, sa raison de se lever chaque matin. Il posa la main sur la poignée, prêt à pousser la porte et à retrouver le silence familier qui était devenu la bande-son de leur vie. Mais ce soir-là, quelque chose brisa la routine. La porte était entr'ouverte, et avant même qu'il puisse la pousser, un son parvint à ses oreilles, un son si étranger et si désiré que son cerveau refusa d'abord de l'identifier. C était une petite voix d'enfant, claire, bien que légèrement hésitante, qui prononçait des mots distincts. « Élise, on joue au volcan ?» Le choc fut total, une décharge électrique qui parcourut son corps tout entier. Ses jambes flanchèrent, et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. C était la voix de Léo. La voix qu'il avait rêvé d'entendre pendant si longues années, une mélodie qu'il n'avait jamais connue autrement que par des murmures indistincts et des sons inarticulés. Le monde de Mathieu, si solidement ancré dans un silence résigné, venait de basculer en l'espace d'une simple phrase. Des larmes brûlantes montèrent instantanément à ses yeux, brouillant sa vision. Ce N n'était pas seulement de la joie, était un tsunami de émotions contradictoires qui déferlaient en lui. Il y avait une gratitude immense, une vague de soulagement si puissante qu'elle lui coupait le souffle. Mais sous cette vague se cachait une pointe de douleur aiguë, presque une trahison. Pourquoi maintenant? Et pourquoi pour quelqu'un d'autre? Il avait passé des milliers d'heures à genoux sur ce même sol, à tenter de percer la bulle de son fils, à supplier l'univers pour un seul mot, un seul signe de connexion verbale. Et voilà que ce miracle, cette voix qu'il aurait donné sa vie pour entendre, s'était offerte à une autre personne. Il resta là, figé dans le couloir, le cœur brisé et réparé en même temps, suspendu entre le plus grand bonheur de sa vie et une profonde injustice. Mathieu poussa doucement la porte, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes, comme un oiseau en cage. La scène qui s'offrit à lui était à la fois simple et d'une complexité bouleversante. Élise N n'était pas assise à une table, tentant d'enseigner des mots à Léo de manière académique. Elle était à quatre pattes sur le sol, au milieu d'un paysage fantastique entièrement construit, avec les moyens du bord. Les coussins du canapé formaient une chaîne de montagnes, un drap bleu représentait un fleuve sinueux, et les dinosaures en plastique de Léo étaient les seuls habitants de ce monde préhistorique. Elle ne parlait pas à Léo, mais aux jouets, donnant une voix grave à un tyrannosaure et des petits cris perçants à un ptérodactyle. Elle était entrée dans l'univers de son fils, non pas en visiteuse, mais en citoyenne, respectant ses codes et parlant sa langue silencieuse, faite de gestes et de mise en scène. Léo, assis en tailleur à ses côtés, était complètement captivé, un léger sourire flottant sur ses lèvres, un spectacle plus rare et plus précieux pour Mathieu que n'importe quel trésor.
Il tenait un petit stégosaure dans sa main, le faisant avancer lentement vers le volcan que Élise venait de nommer. C'est alors qu'il leva les yeux et vit son père, immobile dans l'encadrement de la porte, le visage ruisselant de larmes silencieuses qui traçaient des sillons propres sur ses joues couvertes de la poussière du chantier. Le regard de l'enfant ne montra aucune peur, seulement une forme de reconnaissance tranquille. Lentement, il tendit son dinosaure dans la direction de Mathieu et, d'une voix encore plus claire que la première fois, il prononça un unique mot, une syllabe sacrée que Mathieu n'osait plus espérer. « Papa ». À cet instant, les jambes de l'ouvrier cédèrent. Il s'effondra sur les genoux dans le couloir, le son de ce mot faisant voler en éclats des années de silence et de chagrin accumulés. Ce chagrin avait une origine précise, un souvenir gravé au fer rouge dans sa mémoire. Il se revoyait dans le bureau impersonnel d'un spécialiste, la lumière blafarde des néons se reflétant sur le sol en linoléum. Léo, alors âgé de 3 ans, jouait calmement dans un coin avec une voiturette, indifférent au verdict qui tombait comme un couperet. Le mot « autisme » avait flotté dans l'air, lourd et menaçant. Mais ce N n'était pas le diagnostic qui avait brisé Mathieu. C était le regard de sa femme, Sophie. Un regard où l'amour S était évaporé pour laisser place à une peur froide, presque du dégoût. Quelques semaines plus tard, après des disputes de plus en plus venimeuses, elle avait fait ses valises. Ses dernières paroles, chuchotées avec une cruauté glaciale, résonnaient encore dans ses pires cauchemars. « Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la force d'aimer un enfant qui ne sera jamais normal. » Les années qui suivirent furent un long tunnel de solitude et de épuisement. Mathieu se démenait entre le chantier qui lui brisait le dos et les innombrables rendez-vous thérapeutiques qui lui brisaient le cœur. Chaque séance semblait être une nouvelle tentative de forcer une serrure dont personne n'avait la clé. Il voyait la pitié dans le regard des autres parents à la sortie de l'école, entendait les conseils bien intentionnés mais maladroits de sa famille. Les nuits étaient les pires. Une fois Léo endormi, le silence de l'appartement devenait assourdissant, un rappel constant de tout ce qui manquait. Il passait des heures sur Internet, dévorant des articles et des témoignages, cherchant désespérément une solution miracle, une méthode qui pourrait enfin percer la bulle invisible qui entourait son fils. Il se sentait comme un naufragé, criant à plein poumon sur une île déserte, sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Le soir du miracle, après que Léo fut couché, Mathieu se retrouva seul dans le salon avec Élise. Il peinait à trouver ses mots, submergé par une gratitude si profonde qu'elle en devenait douloureuse. « Comment avez-vous fait ?» parvint-il à articuler, sa voix rauque de émotion. Élise le regarda avec cette douceur qui semblait être sa nature même, et haussa simplement les épaules. « Je n'ai rien fait de spécial, Mathieu. J'ai simplement arrêté d'essayer de le faire entrer dans notre monde. Et j'ai demandé la permission d'entrer dans le sien. Les dinosaures ne sont pas que des jouets pour lui. Ce sont ses mots, ses émotions. Le volcan, était sa colère de ce matin. Le stégosaure qui vous a appelé, était sa joie de vous voir. » Mathieu sentit une nouvelle vague de larmes lui monter aux yeux. Ce N n'était pas de la magie. Était de l'écoute. Une forme d'écoute qu'il n'avait jamais songé à pratiquer. Dès lors, Mathieu devint, l'élève le plus attentif d'Élise. Il ne se contentait plus de l'observer, il participait. Il passait ses soirées non plus affalé sur le canapé, mais assis par terre, au milieu des paysages jurassiques de Léo. Au début, il était maladroit, se sentant ridicule à imiter le cri d'un tricératops. Mais en voyant les yeux de son fils s'illuminer, toute gêne disparaissait. Il apprit à interpréter la disposition des figurines, à comprendre qu'un T-Rex isolé dans un coin signifiait une frustration, ou qu'un groupe de diplodocus près du point d'eau symbolisait un moment de calme. Lentement, péniblement, il apprenait la langue de son fils. La plus grande des victoires fut ce jour où Léo, de sa propre initiative, lui tendit un brachiosaure, attendant que Mathieu lui donne une voix. Pour la première fois, il ne se sentait plus père, mais partenaire de jeu.
Le petit appartement se transforma. De nouvelles syllabes, puis des mots entiers, commencèrent à éclore timidement dans le silence. Jus, gâteau, encore, câlin. Chaque nouveau mot était une fête, une victoire célébrée avec une joie simple et pure. Élise tenait un petit carnet où elle les notait, non pas comme un rapport de suivi, mais comme on collectionne des trésors. Le silence ne disparut pas complètement, mais sa nature changea. Il n'était plus un vide angoissant, mais un espace de repos confortable entre les moments de connexion, une toile de fond paisible sur laquelle les voix de Léo, Mathieu et Élise peignaient désormais les couleurs de leur nouvelle vie. La maison N était plus un sanctuaire de solitude, mais le berceau d'une famille qui apprenait à se parler, bien au-delà des simples mots. En observant Élise, Mathieu sentait naître en lui une émotion complexe et troublante. Ce N n'était plus seulement de la reconnaissance. C était la façon dont elle riait, la tête renversée, quand Léo faisait une drôlerie, la concentration intense sur son visage quand elle le écoutait, la tendresse infinie dans ses gestes. Il se surprenait à la regarder et à ressentir une chaleur dans sa poitrine, une chaleur qui le terrifiait. Sa vie était un château de cartes si fragile, si récemment reconstruit. L'amour, ou ce qui y ressemblait, lui apparaissait comme un coup de vent, une complication potentielle qui pourrait tout faire s'effondrer. Il avait peur que si elle partait, elle n'emporte pas seulement son salaire, mais la voix de Léo, la lumière de la maison, et cette nouvelle version de lui-même qu'il commençait à peine à découvrir. C'est dans ces moments de peur qu'on se sent si seul, et savoir que des gens comme vous écoutent notre histoire, ça change tout. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner pour nous aider à continuer. Le passé, que Mathieu croyait avoir enfin réussi à tenir à distance, refit surface de la manière la plus brutale qui soit. Un message vibrant sur son téléphone posé sur la table de la cuisine. Le nom qui s'afficha sur l'écran lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Sophie. Il n'avait pas vu ce nom depuis des années. Le message était court, presque chirurgical dans sa formulation, dénué de toute émotion apparente. J'ai appris par des amis communs que Léo faisait des progrès. Je pense qu'il serait temps que je revoie mon fils. La lecture de ces quelques mots glaça le sang de Mathieu. Ce « mon fils » sonnait faux, possessif et opportuniste. La menace N n'était pas physique. Elle était insidieuse, risquant de fissurer le fragile équilibre qu'ils avaient mis tant de soin à construire. Il montra le téléphone à Élise, sa main tremblant si légèrement que c'en était presque imperceptible. Il n'eut pas besoin de parler. Elle lut le message par-dessus son épaule, et son visage, d'ordinaire si serein, se voila d'une ombre d'inquiétude. Mais elle ne paniqua pas. Elle posa sa main sur son bras, un geste simple, mais incroyablement réconfortant. « Nous allons gérer ça, Mathieu, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Nous le ferons ensemble. Pour Léo. » L'utilisation du pronom « nous » fut comme un baume sur la plaie vive de Mathieu. Ce N était plus lui seul contre le monde, contre le passé, contre les fantômes de son mariage raté. Il formait un front, une petite unité soudée par l'amour qu'il portait à cet enfant exceptionnel. Cette alliance tacite lui donna une force qu'il ne soupçonnait pas posséder. L'arrivée de Sophie, quelques jours plus tard, fut comme une fausse note dans une symphonie parfaitement harmonisée. Elle entra dans l'appartement comme si elle en était toujours la propriétaire. Son parfum coûteux, envahissant l'espace, et ses talons claquant agressivement sur le parquet. Elle ignora superbement Élise, qu'elle toisa d'un regard dédaigneux et se dirigea directement vers Léo, qui jouait tranquillement avec ses dinosaures. L'enfant, sentant cette intrusion, se recroquevilla instantanément, se cachant à moitié derrière le canapé. Sophie s'accroupit, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Alors, mon chéri, maman est là. Tu ne dis pas bonjour? On m'a dit que tu parlais, maintenant? Fais voir. » Sa voix était mielleuse, mais ses mots étaient des ordres déguisés. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Léo resta muet, serrant un tricératops contre sa poitrine comme un bouclier. Le sourire de Sophie s'effaça, remplacé par un masque d'impatience et de frustration. Elle se releva
et se tourna vers Mathieu, son ton devenant accusateur. « C'est ça, le fameux miracle? Il est encore plus sauvage qu'avant. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» La question était une insulte directe, non seulement à Mathieu, mais aussi à Élise et à tous les progrès qu'ils avaient accomplis. Mathieu sentit une colère froide monter en lui. Il s'avança, se plaçant instinctivement entre Sophie et son fils, son corps formant une barrière protectrice. Sa voix, quand il parla, était basse, presque un grondement. Il n'est pas sauvage. Il est en paix. C'est une chose que tu n'as jamais pu comprendre. La première bataille venait de commencer. La confrontation était inévitable. Sophie, ignorant le malaise palpable de son fils, continua son offensive verbale, se tournant vers Mathieu avec un mépris à peine voilé. « Tu crois vraiment que c'est une solution? Laisser une gamine jouer à la poupée avec lui? Je suis sa mère. J'ai des droits. Je sais ce qui est bon pour lui. Et ce n'est certainement pas de l'encourager à vivre dans son petit monde imaginaire. » Chaque mot était une pierre lancée contre les fondations fragiles de la nouvelle vie de Mathieu. Il sentait la colère monter, une lave brûlante dans ses veines, mais il la contenait, sachant que la moindre explosion de sa part ne ferait que valider les accusations de Sophie. Il se contenta de rester debout, un rempart silencieux entre cette femme, devenue une étrangère, et la paix de son enfant. Voyant qu'elle ne parvenait pas à briser le calme de Mathieu, Sophie reporta sa frustration sur la seule cible qui lui restait, la vérité fragile des progrès de Léo. Elle fit un geste dédaigneux de la main en direction de l'enfant qui était réfugié près de Élise. « Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, une illusion pour que tu te sentes mieux dans ton rôle de père parfait. Mais ne te leurre pas, Mathieu. » Elle s'approcha d'un pas, sa voix baissant d'un ton pour devenir un sifflement venimeux, une sentence prononcée sans appel. « C'est temporaire. Au fond, il sera toujours cassé. » Le mot flotta dans l'air, lourd, hideux, suspendu dans le silence soudain de la pièce. Il frappa Mathieu en plein cœur, réveillant toutes les peurs et les angoisses qu'il avait mis des années à enterrer. Mais c'est alors que l'impensable se produisit. Léo, qui semblait absorbé par son tricératops, leva lentement la tête. Son regard n'était pas celui d'un enfant effrayé ou confus. Il y avait une clarté, une compréhension profonde qui glaça le sang de Sophie. Il se leva, posa son dinosaure sur la table basse avec une délicatesse infinie et marcha d'un pas assuré, non pas vers son père, mais vers Élise. Il entoura la jambe de la jeune femme de ses petits bras, un geste de possession et d'ancrage. Puis, il tourna son visage vers sa mère biologique, celle qui venait de le qualifier de « cassé », et sa voix, pure et sans la moindre hésitation, résonna dans le silence assourdissant. Pas cassé, heureux. 2 mots, une phrase qui démolissait des années de jugement et de pitié. Le monde de Mathieu bascula sur son axe. La colère évapora, la douleur se mua en une fierté si intense qu'elle lui coupa le souffle. Il regarda Sophie, et pour la première fois, il ne vit plus la femme qui l'avait abandonné, mais simplement une personne triste et limitée. Incapable de voir la magie qui se déroulait sous ses yeux, il s'avança vers elle, non pas avec menace, mais avec le calme d'un homme qui a enfin trouvé sa vérité. « Tu as entendu, sa famille, elle est ici, c'est ici qu'il est heureux. » Sa voix était douce, mais chaque syllabe était chargée du poids de la conviction. C'est fou comme un seul instant de courage peut tout redéfinir, n'est-ce pas? Savoir que des histoires comme celle-ci peuvent être partagées, c'est ce qui nous donne la force de continuer. Si ce que vous venez de lire vous touche, votre abonnement est le plus beau des encouragements. Il se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit, tenant le battant sans un mot, l'invitant à quitter non seulement l'appartement, mais leur vie. Sophie resta figée une seconde, le visage décomposé par un mélange de choc, d'humiliation et peut-être, pour la première fois, d'un regret fugace. Elle jeta un dernier regard à Léo, qui n'avait pas bougé, toujours blotti contre Élise, le regardant avec une sérénité désarmante. Sans un autre mot, elle tourna les talons et sortit. Mathieu referma doucement la porte. Le clic du verrou ne fut pas un son de colère, mais de libération. C était le son d'un chapitre qui se fermait pour toujours. Il se retourna.
Ses yeux croisèrent ceux de Élise, brillants de larmes contenues. Entre eux, Léo les regardait, un léger sourire aux lèvres. Le silence revint. Mais il était différent. Il n'était plus un vide, mais un espace rempli d'amour, le berceau d'une famille enfin réunie. Les années qui suivirent furent une lente reconstruction, brique par brique, mot par mot. L'appartement, autrefois un havre de silence pesant, se remplit progressivement de rires, de conversations hésitantes et de la bande-son joyeuse d'une vie de famille ordinaire. Mathieu et Élise, unis par une évidence qui n'avait pas besoin d'être dite, bâtirent leur relation sur les fondations solides de la patience et de la compréhension mutuelle. Ils apprirent à danser ensemble au rythme de Léo, un rythme fait de routines rassurantes et d'explosions de joie inattendues. Mathieu perdit peu à peu cette courbure de épuisement, son dos se redressant à mesure que le fardeau sur son cœur s'allégeait. Il découvrit en Élise non seulement une partenaire, mais un miroir qui lui renvoyait une version de lui-même qu'il ne pensait plus jamais revoir, un homme capable d'amour, de légèreté et d'un bonheur simple et profond. 2 ans plus tard, la transformation était palpable. La petite famille avait déménagé dans une modeste maison avec un petit jardin. Un rêve que Mathieu avait longtemps cru inaccessible. Ce jardin devint le nouveau royaume de Léo. Un Jurassic Park à ciel ouvert où les fougères devenaient des forêts préhistoriques et le bac à sable un désert aride. Léo, désormais âgé de 8 ans, communiquait avec une aisance qui tenait du miracle. Ses phrases étaient parfois courtes, son vocabulaire centré sur ses passions, mais il exprimait ses désirs, ses peurs et son affection avec une clarté désarmante. Il n'était pas devenu normal, selon les critères du monde extérieur, mais il était devenu la version la plus épanouie et la plus communicative de lui-même. Mathieu et Élise n'avaient pas réparé un enfant. Ils avaient simplement eu la patience d'apprendre sa langue, découvrant un univers d'une richesse insoupçonnée. Leur histoire, chuchotée d'abord entre amis puis partagée sur un petit blog que Élise avait créé, commença à toucher d'autres cœurs brisés. Mathieu, l'ouvrier au visage buriné par le labeur, se retrouva à répondre à des messages de parents désespérés, partageant non pas des conseils d'experts, mais le simple témoignage de son propre cheminement. Il leur parlait de dinosaures, de volcans de coussins et de l'importance d'arrêter de crier pour commencer à écouter. Il comprit que sa plus grande douleur était devenue sa plus grande force, une source d'espoir pour ceux qui naviguaient encore dans le brouillard du silence. Partager ces fragments de vie est devenu essentiel, et c'est grâce à des gens comme vous qui nous écoutez que nous pouvons continuer. Si notre parcours vous a touché, songez à vous abonner pour que d'autres récits comme celui-ci puissent voir le jour. Un samedi après-midi, alors que la lumière dorée inondait le salon, la sonnette retentit. Sur le pas de la porte se tenait une jeune femme au regard fatigué, tenant fermement la main d'une petite fille silencieuse qui se cachait derrière ses jambes. « On m'a parlé de vous », commença la mère d'une voix tremblante, un mélange d'espoir et de peur dans les yeux. Mathieu regarda l'enfant, puis sa mère, et il se revit des années en arrière, seul et perdu dans le couloir de son vieil appartement. Un sourire authentique, libéré de toute trace de son ancienne douleur, illumina son visage. Il écarta pour leur laisser le passage. Son geste une promesse silencieuse de compréhension et d'accueil. « Entrez !» dit-il doucement, sa voix empreinte de la chaleur de celui qui connaît le chemin. « Vous êtes au bon endroit. »